parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado de Apple, le canal YouTube sous Parents et Amis. Aussi, n'oubliez pas de télécharger sans frais l'application Parents et Amis. C'est très pratique sur Apple Store. Vous allez le trouver facilement. Donc, vous allez avoir ça sur votre petit téléphone ou autre bidule électronique. Ça va être pratique. Les gens l'aiment bien. Il est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur, conférencier et chercheur. Vous le connaissez, vous le devinez. Bonjour, Luc Dupont. Bonjour, Gilles. Ça va bien? C'est comme une devinette. Non, mais... Nous donnons quelques indices. C'est un jeune vieux, ça fait... C'est drôle quand tu prends cette voix. Ben, sais-tu, ça fait... si je me trompe, Gilles, on se parle maintenant, je prétendrais que c'est la 21e année qu'on fait. 21e année. Est-ce que je me trompe? Oui. C'est une noce de quoi, ça? Repère, là. Une noce de clabard? Ben, c'est parce que moi, ça fait 20 ans que je suis à l'Université d'Ottawa et j'ai souvenir qu'on se parlait déjà une petite année avant que je quitte. Oui. Et je t'avais promis à l'époque que nous allions continuer à nous parler. Et tu vois que c'est assez incroyable. Pourtant, j'ai tout fait pour que ça n'arrive plus à un certain moment donné. Et pourtant, nous sommes restés là, on est encore là. Donc, je comprends que ça va assez bien. Tu es en pleine, là, au moment où on enregistre, on est fin septembre, début octobre. Donc, tu es, j'imagine, à l'école pas mal. Oui, ben là, je devrais faire semblant qu'on n'est pas une journée X. Mais on n'a pas donné une journée. On parle d'une période, tu as vu? Mais je reviens justement d'un cours de relations publiques. OK. Avec des étudiants, franchement, cette année, là, ils sont particulièrement allumés, d'autant plus qu'ils sont contents d'être en salle. Hein. Ça, c'est l'autre truc. Oh oui. Et moi-même aussi, je suis... je ne me souvenais pas du plaisir de donner un cours en salle. Ça revient, c'est revenu vite, oui. Et j'ai recommencé évidemment les conférences en personne. Momentanément, on l'avait fait durant la pandémie, là, in and out. Là. C'est-à-dire que pendant 2 mois, on recommençait puis on arrêtait. Mais là, on sent bien que bon, ça ressemble à quelque chose qui pourrait durer. Et j'ai établi mon record de participation de tous les temps. Il y a quelques jours j'ai vu ça, déjà. j'ai dit, c'est donc bien gros, cette conférence-là. Près de 2000 personnes. Oui, 1850 inscrits. Au moment où je donne la conférence, il y a tellement de gens que l'autre côté du mur... Dans le corridor, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas pu s'asseoir. Ça, pour moi, c'est 1850. J'ai jamais vu autant de gens dans une salle. Et petite anecdote, c'est que la lumière était tellement forte, parce qu'évidemment, tu devines qu'on filmait tout ça et qu'on retransmettait ça sur des écrans géants, que je voyais uniquement les 2 premières rangées. Alors, quand je suis revenu, ma plus jeune m'a dit « Papa, Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? » Je racontais mon truc, puis spontanément, elle m'a répondu « Mais tu devais être très nerveux. » J'ai dit « La vérité, j'ai donné ma conférence à 2 rangées parce que je les voyais pas. » Tu voyais pas, là, effectivement. Comme les artistes le disent des fois, avec l'éclairage, je ne vois pas la foule. Je voyais absolument rien. L'éclairage, je l'avais carrément dans les yeux. Et puis, c'est ça. Mais la réaction d'une foule, par exemple, qui part à rire sur une anecdote que tu fais, tu dois sentir là, un peu plus long quand même. Ah, ben justement, tu vois, c'est drôle. Je racontais, puis je vais la raconter une 2e puis une 3e fois, mais je leur racontais que quand je raconte à mes étudiants précisément il m'arrive de regarder la télévision, et spécialement certaines émissions, certains programmes, je les vois, ils me regardent, puis c'est marqué dans leur visage, le prof, il est vraiment vieux. Et je dis ça parce qu'un petit peu plus loin dans la converse, toi et moi, on va se parler d'un article qui a fait beaucoup jaser en fin de semaine, de M. Cassivi, dans laquelle on posait la question qui est Véronique Cloutier. Et on s'est aperçu que des gens qui étudient dans le domaine des médias, qui aspirent dans certains cas à devenir tantôt des journalistes, tantôt des relationnistes, tantôt des publicitaires, tantôt des communicateurs, peu importe, on dit je la connais pas, et puis je te donnerai mon explication, évidemment, de ce côté-là. Donc, on va, juste pour donner, parce que les gens ont compris qu'un podcast, ça peut durer autour d'1 heure, avec nous autres, c'est rare qu'on fait pas ça, mais je veux juste vous dire qu'on a un sujet principal quand même qu'on a gardé, qui sont les marques maison, les fameuses marques maison, puis on en parle de plus en plus parce que l'épicerie est vraiment préoccupante pour à peu près tout le monde, on magasine de façon différente, j'en ai parlé avec Simon Saint-Hilaire, puis on va en parler encore, il y a une façon vraiment, avec Pierre Couture aussi, on touche tout le monde est touché par ça, parce que le grand public, on fait l'épicerie, on magasine des spéciaux, puis évidemment, les marques sans nom ou les marques maison sont souvent plus intéressantes en temps de hausse de prix vertigineuse. Donc, on va parler de ça tantôt, mais on a des petites nouvelles marketing qui sont pas nécessairement
petite, mais en tout cas, je dis petite nouvelle, des éléments marketing qui méritent d'être soulignés. Entre autres, pour nous qui sommes dans le sport national et le hockey, la pub, ça fait une couple d'années, tu me dis ça va finir par arriver, la pub sur les chandails de hockey de la Ligue nationale de hockey, mais là, on y est. Et Gary Bettman avait juré, il y a quelques années déjà, que jamais il n'y aurait de publicité sur les chandails. Alors, non seulement maintenant, on en a sur les chandails, mais on en a sur les casques. On avait commencé tout ça graduellement. C'est, dans un premier temps, casque. Dans un deuxième temps, on avait dit une publicité sur le chandail. Moi, je demeure convaincu que, comme il y a 2 côtés sur un chandail, là, et 2 épaules d'un joueur de hockey, qu'éventuellement, tu en auras des 2 côtés, convaincu de ça. Puis, éventuellement, pourquoi pas sur les épaules. C'est un pas qui fait suite à ce que la NBA a initié en 2017, parce que c'est pas la Ligue nationale, évidemment, qui invente ça. Au préalable, la MLS, le soccer nord-américain en 2017. Moi, j'ai en tête la Formule 1, je sais pas pourquoi, mais il y en a tellement qu'on les voit plus. C'est drôle que tu racontes ça. Formule 1, c'est fou, là. Tu sais, hein? Oui, puis c'est drôle que tu racontes ça, c'est que The Athletic, qui est certainement pour ceux qui sont passionnés de sport, c'est un incontournable. Moi, je pense que si vous intéressez au sport ou si vous parlez ou jasez de sport, il faut être abonné à The Athletic. On révélait dans un article il y a quelques mois déjà que lorsque du côté de la Ligue nationale de hockey, on a commencé à parler de la possibilité d'ajouter une publicité, il y a un des propriétaires qui, lui, dans une vie précédente, était très impliqué dans une équipe de NASCAR. OK. Et spontanément, ça a été sa réaction, exactement ce que tu viens de raconter. Sa réaction, ça a été de dire « OK, excellent, donc on va en mettre 7, 8, 9, 10. » Et puis là, on s'est empressé, évidemment, de le ramener à l'ordre en disant « Non, c'est pas de ça dont on parle. On va commencer lentement. Le hockey, c'est très traditionnel. On l'a vu. La réaction au Québec, moi, je prétendrais que c'était 2 tiers, 1 tiers contre. Je sais pas si est-ce que c'est ton feeling, Oui, Gilles, certainement plus de contre, effectivement. Plus de contre. Mais les gens se demandaient à qui allait l'argent. C'est-tu aux joueurs, c'est aux équipes, c'est-tu Ligue nationale? C'est aux équipes dans ce cas-ci. Okay. Et là aussi, la question est intéressante parce que je m'enfargeais pas plus tard qu'hier dans un article dans lequel on dit... on a annoncé cet été qu'il y aurait de la publicité maintenant sur les chandails de baseball. Alors, tu vois que vraiment, décidément, il y en a un, puis un autre, puis un autre. Il reste juste le football à cet égard-là. Et je parle du football de la NFL parce qu'on a déjà de la publicité sur les chandails des Alouettes depuis plusieurs années. Puis la preuve que ça n'a pas la même teneur émotive, symbolique, c'est que j'ai pas souvenir qu'on a eu une discussion là-dessus, qu'on s'est dit pour ou contre la publicité sur les chandails dans la Ligue canadienne de football. Mais dans le cas du Canadien, on a compris, puis c'est bon signe à certains égards. Ça prouve que le chandail, il y a encore une charge émotive qui est très lourde parce que les gens ont dit, touchez pas à ça. Et il faut reconnaître que dans le cas de la publicité de la Banque Royale, elle est très voyante. Et c'est pas ce qu'on appelle communément de l'intégration. C'est-à-dire que si le chandail est rouge, ma publicité serait rouge pâle. Tu vois un petit peu l'idée. Oui. Là, c'est pas ça qu'on a fait. La Banque Royale a dit, ça, c'est nos couleurs, bleu et jaune. Ça va être ça. Ça va être ça. Et il y a un règlement en lien avec la grosseur des logos, 3 pouces par 3 pouces et demi. Visiblement, en le voyant sur le chandail du Canadien, il détonne. Si tu es l'annonceur, c'est ce que tu souhaitais. C'est pas le concours de passer inaperçu. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà, les recherches ont été faites du côté de la Ligue nationale. Alors, on avait découvert qu'il fallait que le logo soit un petit peu plus gros que le logo des joueurs de la NBA, qui, lui, est de 2,5 pouces par 2,5 pouces. Et là aussi, je m'enfargeais dans une étude hier, où déjà, on a commencé à mesurer le baseball. Et ce qu'on dit dans le cas du baseball, c'est que ce serait le meilleur placement en termes de visibilité. Pourquoi? Parce que le sport est très lent. Oui. Le lanceur, le premier but, les joueurs, celui qui était au marbre. Les zooms sur les joueurs, les zooms sur la balle, les zooms sur le... Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est à peu près impossible, autant du côté du hockey que du basket. Et je reviens à ton autre remarque sur est-ce qu'on conserve le fric? Alors, la rumeur dans le cas du Canadien et de la Ligue nationale, c'est pas une rumeur dans ce cas-ci, mais les équipes gardent le fric. Alors, ce que va faire le Canadien reste au Canadien. On parle d'à peu près, et je rappelle que c'est juste le chandail rouge. La Banque Royale n'a pas acheté les 2 chandails. Elle a acheté juste le chandail rouge, qui normalement devrait être porté à domicile plus en série, le plus possible. C'est autour de 7 millions de dollars par année. Pour combien de matchs à peu près? 5 ans. 40-50 ça veut dire à peu près 42, 44, mettons 45 matchs. Ça va dépendre. Est-ce qu'on participe aux séries? Comment ça se passe? Puis, et probablement que dans le contrat, je ne l'ai pas vu le contrat. À ma connaissance, il n'est pas public. Il ne sera pas en tout cas à court terme. Je suis convaincu que si le Canadien se rend dans les séries, le nombre de fois que le chandail est porté, d'après moi, là, à chaque match de plus ou à chaque série de plus, il y a un petit bonus, je crois. Un peu comme un joueur de hockey.
on t'a signé pour 30 buts, tu m'en fais 40, je te donne un petit cadeau, 50, un autre petit cadeau. Alors, sur ce plan-là, la Ligue nationale conserve les revenus. Dans le cas du baseball, semble-t-il, et je te le donne sous toute réserve, Gilles, c'est que la cagnotte est partagée. Avec les Alors, joueurs? pourquoi je te dis ça? Okay. C'est que les Yankees, semble-t-il, qui serait l'équivalent à peu près du Canadien, quoique me diraient certains. Pas les dernières années. C'est de moins, oui, c'est ça, c'est de moins en moins vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais ça reste oui, sur le plan symbolique, parce qu'il y a toujours un délai aussi entre le moment où t'es pas bon, puis le moment où les gens disent ça t'es reste pas une bon. dynastie, là, c'est ça que tu veux dire. Exact. Oui. Chacun son sport, c'est une dynastie, il n'y a pas de doute. Oui, si on attend de mourir pour voir une autre équipe décrocher autant de Coupes Stanley que le Canadien, c'est ça qu'on va rester. On en a encore pour de 100 ans. Là. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans ce cas-ci, la NBA a fait la démonstration que ça peut marcher. Ils vont chercher grosso modo 150 millions de dollars par année. Alors, il n'y a rien qui nous empêche de penser que du côté de la Ligue nationale, on ne serait pas capable de faire le même truc. Toronto a annoncé que ça va être une compagnie de lait. Et moi, ma surprise, Gilles, je me serais attendu à des commanditaires de premier plan. Alors, pour moi, la Banque Royale, c'est un annonceur de premier plan. Sur le plan des institutions financières, là, si tu me disais Canadien de Montréal, puis tu feras un petit jeu, là, on fait des lignes, là. D'un côté, j'ai les banques, puis de l'autre côté, j'ai les équipes de la Ligue nationale. Tu vois un peu le genre du petit jeu? Oui. J'aurais mis Banque Royale avec le Canadien. Je ne sais pas toi, je crois que c'est ça. Oui. Alors, il y a des gens qui me disent Desjardins. Ah, tu vois-tu, Desjardins, je l'aurais mis avec les Nordiques dans le temps. Vois-tu un petit peu un petit peu l'idée? Molson est très associé aux Canadiens aussi dans l'histoire. Aussi, évidemment. Puis là, il y a un moment où tu dis aussi à quel moment j'en rajoute. Alors, Bell a probablement réfléchi à l'idée, mais ils se sont dit le centre s'appelle le Centre Bell. Puis on a déjà eu nos décalques sur le casque. C'est une façon d'aller chercher de l'argent d'autres personnes que toi-même. C'est comme prendre l'argent d'une poche, le mettre de l'autre. C'est moins intéressant pour Bell, par exemple. Absolument. Et quand on jette un coup d'œil sur les annonceurs qui ont officiellement on dit, nous, on va s'associer à une équipe de la Ligue nationale. Moi, ma surprise, c'est que c'est pas des annonceurs de premier plan. Okay. Alors, Vegas, c'est le pari sportif. Washington, c'est le pari sportif. L'Arizona, c'est un casino. Je me serais attendu à, tu vois, justement, je sais pas moi, un Budweiser, tu vois un peu. Ou une grande compagnie aérienne, par exemple. Oui, et c'est ça, oui. Et là, Budweiser, il pourrait me dire, on est déjà commanditaire de la Ligue. Pourquoi on en rajouterait une couche? Dans ce cas-ci, parce que peut-être à Saint-Louis, je rappelle que Saint-Louis est le siège social de Budweiser, pourquoi on n'aurait pas fait un dans l'autre, décidé d'asseoir ça? De la même manière que pendant des années, Heinz était très associé à Pittsburgh. Le siège social de Heinz est basé à Pittsburgh. Alors, dans tous les cas, là, on aurait pu penser que ces grandes marques-là en profiteraient. Et au moment où on se parle, ma surprise, c'est qu'elles ne le font pas. Vois-tu, la seule chose qui ressemble un peu à ce qui va... C'était pas commercial, mais on a vu quelques fois, plus fréquemment dans les dernières années qu'autrement, mettons le décès de Guy Lafleur, il y avait un petit logo marqué numéro 10, Flower. Mettons les Olympiques s'en viennent, le drapeau du Canada, Go Olympique sur les joueurs, même la Ligue nationale de hockey. Ce que je veux dire, c'est que un joueur décède, ou encore on fait un 100 ans du club, on a marqué 100 ans sur l'épaule. On avait commencé à avoir de ces petits macarons-là, occasionnels, circonstanciels. C'est autre chose, mais comprends-tu, on a vu quand même sur les épaules, sur les chandails, ce genre de choses-là pour des occasions particulières. Oui, et encore là, récemment, en fin de saison, Guy Lafleur. Oui. Guy Lafleur, 4 matchs, parce que au moment où il décède, il reste 4 matchs dans la saison du Canadien. Et si tu pousses l'analyse jusqu'au bout, ce qui remplace le crest de Guy Lafleur cette année, c'est le logo de la Banque Royale. Pour eux, est-ce que c'est un bon coup pour RBC d'être le premier? Il est exactement au même. Sur le plan de la visibilité, juste là, on arrêterait là. C'est déjà bon. On est rendu dans les échanges sur Twitter, sur les médias sociaux. Le nombre d'entrevues que j'ai entendues sur ce sujet-là, que j'ai pu donner aussi là-dessus, c'est un coup de circuit. Okay. C'est un coup de circuit. Et j'ai croisé récemment quelqu'un de la Banque Royale qui m'a dit, on est vraiment, vraiment content. Parce que je te rappelle que, mettons que ça a coûté à peu près 7 millions par année. C'est 180 000 par match à peu près, s'il y en a 45. Oui, exact. Alors, les gens parfois qui calculent tout ça diraient donc qu'il faut qu'ils fassent 180 000 $ de business par match pour que ça soit rentable. On aura compris qu'au pays de l'image, c'est pas tout à fait comme ça qu'on calcule. Non. L'idée, c'est que la Banque Royale regarde du côté de Toronto, c'est la Scotia, si je ne m'abuse, qui est en fait l'amphithéâtre maintenant, autrefois le Air Canada Centre. Alors, la Banque Royale, certains s'est posé la question, comment on peut faire un splash aussi gros
Et là, arrive quelqu'un qui lève la main en disant « On peut peut-être vous offrir une publicité sur le chandail du Canadien. » Et on connaît la suite de Est-ce qu'on a su, Luc, si beaucoup d'entreprises étaient prêtes à faire ce que le RBC a fait? Non, on ne le sait pas. Okay, tu parles du marché québécois? Oui, c'est des gens... Il était-tu 15 à se bousculer ou s'ils ont été obligés de forcer? Mettons qu'on s'entend sur le 7 millions. Pour essentiellement un décalque, hein? Harold et Pâquerette, là, on appelle c'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça. Pour la plupart des entreprises, ce serait même un budget annuel. Alors que là, tu pourrais pas décider d'eux. L'autre truc qu'on ne sait pas, c'est l'exclusivité. Parce que là, je te rappelle que j'évoquais tantôt certaines bannières, certaines marques du côté des institutions financières. J'ai souvenir de Desjardins qui est autour de la bande à Montréal. Alors là, c'est quoi le contrat? Parce que tu vois un petit peu le genre de problème que ça pose sur le plan de l'exclusivité. Moi, j'ai le chandail, toi, tu as la bande, l'autre a la publicité en arrière du but. À un moment donné, à quel moment il n'y a pas une confusion? Souvent, dans ces contrats-là, il y a des exclusivités. Là, je ne le sais pas non plus, mais j'espère qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à ça. Peut-être, mais je veux juste te dire une chose qui, moi, me frappe, parce que je sais que dans le B.A.B.A., dans la base, j'avais fait un cours de marketing. Je n'ai pas étudié comme toi, mais j'ai fait à l'université 1 ou 2 cours de marketing, dont la persuasion, que j'avais beaucoup aimé. Puis je me rappelle que dans le monde dans lequel j'évoluais, la radio, on expliquait souvent que dans un bloc commercial, tu ne peux pas avoir 2 compétiteurs en même temps. Mais aujourd'hui, on voit ça fréquemment. Moi, j'écoutais hier, en fait, j'écoutais le téléjournal, puis je me suis dit, je disais à ma blonde, ça fait 3 annonces d'auto dans la même pause. 3 différentes. Oui. Hyundai, Ford, puis après ça, Volvo. J'ai dit, voyons donc, jamais qu'on acceptait ça avant. Donc, il y a un loussisme, excuse-moi l'expression québécoise, qui s'est installé, ou je rêve? Oui, voir la même chose que moi. Oui, puis à la radio et à la télé. Mais tu sais que ce que tu viens de décrire là, puis dans un des bouquins qui est Comment bâtir sa stratégie médias et publicité, j'ai une section là-dessus où je donne même les chiffres. Au début des années 80, McDonald's, qui est la première entreprise à rencontrer ceux qui font le placement média, alors suivez-moi bien, là, c'est pas McDonald's qui rencontre les gens qui font le placement média puis qui se fait expliquer comment le faire. C'est l'inverse. Tu me suis? Ouais. C'est McDo qui rencontre les gens qui font le placement média et qui explique comment le faire. C'est quand même remarquable parce que si vous me suivez toujours, vous dites, attends un peu. Donc, la compagnie de burgers et de patates frites explique aux entreprises qui font le placement média à travers le monde comment faire un placement efficace. Oui, c'est exactement ce que je viens de raconter. Alors, eux, ils avaient tout mesuré, Gilles. Et j'ai une stat là-dessus que je m'en souviens pas par cœur, malheureusement, mais je te confirme que ton feeling, là, ton intuition est tout à fait exact. McDo s'est aperçu que si tu annonces un burger dans la même séquence, la même pause, tu viens de réduire de X% l'efficacité de ma pub. Okay. Et c'est pour ça qu'autrefois, je suis à peu près convaincu que c'est toujours le cas aujourd'hui, dans son achat média, McDo disait « Je ne veux pas me retrouver avec Harvey's dans les X minutes précédents et suivant mon message. » Parce que McDo a même mesuré l'impact de la pub d'Harvey's ou de Burger King ou de Wendy's 15 minutes après, 20 minutes après, dans l'autre pause. Okay. Alors, c'est rien laissé au hasard, c'est ça que ça dit. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et McDo, c'est la première entreprise qui a rencontré les gens qui font du placement média en disant, c'est un séminaire assez célèbre. Je crois qu'il s'était tenu à Vancouver, mais là, je te le dis avec une réserve, mais de mémoire, parce que c'est pas d'hier ce que je te raconte là. Et ça avait été la première entreprise à parler des quintiles en disant, alors je m'explique très simple, c'est le petit moment court du jour, mais en disant, regarde ton ensemble de marché de gens qui écoutent une émission X, sépare-la en 5 groupes, quintiles, chaque groupe 20%, ça va. Passe du groupe qui écoute le moins, mettons la télévision ou la radio, au groupe qui l'écoute le plus, on se suit toujours, oui. Gilles? Oui. Donc il y a un petit groupe qui écoute peut-être 3 à 4 heures de radio par semaine, puis il y a l'autre groupe qui en écoute 35 à 40 par semaine, ça va toujours. Oui. McDo dit, arrêtez de mettre toutes vos billes sur les gens qui sont toujours à l'écoute. De toute façon, on ne les manquera pas. Ils sont toujours à l'écoute. McDo dit, essayez de viser plus précisément les gens qui sont moins souvent à l'écoute. Logiquement, on les rejoint moins souvent. Et quand on jette un coup d'œil sur le profil respectif des 2 groupes dont je te parle, ou des 5 groupes dont je te parle, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un groupe qui est très payant, celui qui s'expose moins, puis il y a un groupe qui est moins payant, celui qui s'expose plus. Donc, si vous me suivez toujours, mais vous comprenez que McDo était la première entreprise à dire à ces agences de placement média-là, faites un effort particulier pour m'identifier les émissions que les gens qui n'écoutent pas beaucoup les médias écoutent, puis essayez de mettre l'argent là-dedans.
C'est ce qu'on Ouais. appelle les Va être 15. plus Je efficace. referme la parenthèse, c'était le petit moment un peu Il faut plus. parler de Roger Federer. Oui. C'est Oui, gros, oui, gros, oui. gros. Mais est-ce que c'est gros, gros pour le monde de la pub et du marketing aussi? Oui, parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, il est dans ce que j'appellerais le groupe des exceptions. Oui. C'est-à-dire ceux qui ont généré plus d'1 milliard en carrière avec la pub, là. Puis avec la carrière, c'est quand même quelque chose. Si tu me demandes, je te ferai la petite liste. LeBron James, qui est le numéro 2. Tiger Woods, qui est le numéro 3. Et pour ceux qui se posent la question, remarque, le premier, ce serait lequel, tu penses, Gilles? Le premier de ceux-là? Oui, dans le fond, il est assez facile. Tiger Woods? Non? Tiger Woods est troisième, LeBron Ok. James est deuxième, mais donne-moi le premier, tu penses. Pense-y comme il faut. Et il a quelques années derrière la cravate et il ne joue plus depuis, quoi, une décennie, peut-être une décennie et demie, peut-être 2 Ben décennies, voyons, ça va tellement vite de nos jours. Ça ne vient pas pantoute. Ouais, c'est Michael Jordan, Ben oui. qui fait encore cette année des dizaines, pour ne pas dire des centaines de millions de dollars. Avec, pub? Oui, en pub et avec ses fameux souliers Nike. OK. Puisqu'on parle de Nike et puisqu'on parle de Federer, je suis obligé de te raconter l'anecdote, moi, qui me renverse sur Nike et sur Federer et qui montre comment le gars est brillant. Alors, on est en 2018. Ce qui l'apprend, c'est que Nike commence à réfléchir à la possibilité de ne pas le renouveler. Alors, surprise, parce qu'évidemment, Federer est celui que l'on connaît. Il n'y a pas trop de danger avec lui. Il gagne, il se présente bien, il a une belle Il gueule. n'est pas à risque, ben. Il n'est pas à risque, effectivement. Il est sophistiqué, dépassement de soi, talent sportif, la consistance. Non, mais vraiment, c'est le fantasme. Il est suisse en plus. Il s'exprime en anglais parfaitement. Il s'exprime en français. Tu l'as peut-être entendu parler en français avec absolument. un petit accent. C'est même, il y a un niveau de sophistication qui C'est vrai. fit complètement avec le tennis. Il maîtrise l'italien. En fait, il comprend, je ne prétends pas qu'il le parle de façon facile là, et tous les jours, l'espagnol, puis etc. Bon, un certain nombre d'autres langues, si bien qu'à la fin, je pense que c'est 8 langues. Tu sais, des gens qui parlent ou qui comprennent 8 langues. Là. Un écœurant que tout, dans le fond, c'est ça qu'on veut dire. Exact. Oui, ça ressemble à ça. Alors, il sait ça. Et à l'époque, le calcul qu'il fait, c'est l'analyse qu'il fait ici, parce que par la suite, il va expliquer pourquoi il a pris sa décision, mais il sait que le tennis, dans l'industrie Nike, c'est 1% du chiffre d'affaires. Et que déjà, ils ont Serena Williams, déjà, ils ont Rafael Nadal, son bon pote, son ami, et ils ont Maria Sharapova. Oui, exact. Ils l'ont elle aussi. Alors, il commence à calculer ça, puis il se dit, ils vont-tu rajouter des billes par-dessus avec moi qui est en renégociation de contrat? Et le calcul qu'il fait, c'est que Nike va l'abandonner. Et c'est là qu'il décide d'aller au-devant et de commencer à trouver un autre commanditaire. Et là, il s'enfarge sur une entreprise japonaise, Uniqlo. Je ne peux pas dire que je la connaissais avant d'en parler. Là. Je ne te ferai pas semblant Moi non que plus. je connais. Mais je suis allé sur le site, évidemment. Ça ressemble à des vêtements que tes enfants et mes enfants portent. Là. C'est quelque chose comme ça. Ça serait du beau... C'est ça. Ça pourrait ressembler à ça. C'est une entreprise qui est à l'échelle mondiale très, très bien cotée. Mais je ne peux pas prétendre que je m'enfarge souvent dessus puis que je les connais bien. Mais eux arrivent et disent, écoute, nous, on serait prêt à donner un méchant pactole. On serait prêt à payer 30 millions de dollars par année. Puis non seulement on paierait 30 millions de dollars par année, on va signer un contrat de 10 ans. Mais évidemment, le calcul que fait Federer, c'est je ne jouerai pas encore 10 ans. Il me reste peut-être 4-5 ans. Puis effectivement, c'est ce qui s'est passé par la suite. Alors, tiens-toi bien, dans le contrat, c'est même si j'arrête, vous continuez à me payer. Comme Rolex. Rolex le paie 1,5 million de dollars par année. La carrière est terminée. L'argent rentre toujours. Et tu as peut-être jeté un petit coup d'œil au tournoi de tennis de la semaine dernière. Oui. Qui s'appelait... Avec des Kleenex. Laver, je pense. Laver, quelque chose comme ça. Du nom d'un joueur de tennis célèbre que je ne connaissais pas en toute franchise. Mais je jetais un coup d'œil sur les commanditaires autour du terrain. Ce sont tous les commanditaires de Federer. Alors, le petit vite qui regarde ça dit « il y a anguille sous roche ». Quand tu commences à gratter, qui a créé l'événement? Qui a co-créé l'événement? Federer. Donc, dans le fond, ceux qui ont regardé le show, c'était l'introduction à l'après-carrière. C'était absolument, absolument brillant. C'est bien pensé. C'était Mercedes. Il n'a pas fait ça sur un coin de table. Là. Ils ont pensé à leur affaire. Ça veut aussi dire qu'autour de lui,
tous ces commanditaires-là, Moët & Chandon, je te parle de Mercedes là, pour Federer, Raphaël Nadal commandite Kia. Vois-tu sur le plan du positionnement, quand on parle d'image, là, parfois les gens disent, c'est quoi l'image? Mais l'image, c'est ça. L'image, c'est, on refait encore ma rangée de gauche, Nadal, Federer, puis les autres, puis ma rangée de droite, Mercedes, Kia, Toyota, puis 3-4 autres marques de voitures. On va mettre le visage à la bonne place. Oui. Mais la bonne place. Mercedes, Federer, ça fit complètement. Moët & Chandon, ça fit complètement. Rolex, ça fit complètement. Crédit Suisse, ça fit complètement. Alors, dans le cas de Uniqlo, 300 millions, il a 41 ans au moment où on se parle. Il reste donc au moins 5 chèques parce que l'entente vient à terme lorsqu'il aura 46 ans. Et initialement, ce qu'il constate en parlant aux gens d'Uniqlo, c'est faites-vous des souliers de sport? Et Uniqlo dit non, on fait juste des vêtements. Ben, dans les années subséquentes, si tu es attentif, Gilles, il jouait avec du Nike. Parce que momentanément, ben, il est un petit peu coincé. Puis éventuellement, il y a quelqu'un qui l'approche, une compagnie qui s'appelle On, je présume qu'on l'appelle comme ça, une compagnie suisse de souliers de tennis. On l'approche en disant, voudrais-tu être le porte-parole? Et là, il a une idée de génie. C'est le même genre d'idée de génie qu'a ces temps-ci LeBron James et Ronaldo et d'autres. C'est de dire, savez-vous quoi? En même temps, j'aimerais être porte-parole, mais on pourrait tous s'entendre, vous me donnez des actions de la compagnie, puis éventuellement, ben, s'il se passe autre chose, c'est mot contre double. Alors, dans ce cas-ci, depuis qu'il est porte-parole, les ventes doublent annuellement. Et l'entreprise, au moment où on se parle, vaut 6 milliards de dollars. OK, fait que ça ne dérange pas de faire un chèque, parce que c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça vaut. C'est ce que vous enseignez, prof Dupont, j'imagine. Et je prétendrais même, dans ce cas-ci, Gilles, je prétendrais même qu'à la fin de sa carrière, il aura peut-être même fait plus d'argent juste avec celui-là. Je te mentionne ça parce que dans sa carrière au total tout, juste les bourses, il a fait 131 millions de dollars. Mais si au total tout, tu dis c'est combien de fric qu'il a déposé à la banque, c'est 1,1 milliard de dollars. Alors, il a fait 10 fois plus d'argent en faisant un sourire à côté d'un logo de Crédit Suisse, de Mercedes, de Rolex ou de Moët & Chandon qu'il en a fait à jouer au tennis. On est dans la pub, on continue. Il y a des grandes entreprises qu'on connaît bien, Amazon, Apple, Netflix, Walmart, Disney+, qui se lancent dans la publicité. Ça va changer quoi? Eux autres se lancent dans la pub, donc ils vont nous envoyer de la pub, c'est ça, je comprends? Oui, et c'est une pub, je l'appellerais entre guillemets, là, j'aime pas le mot, mais déguisée. Alors, toi et moi, on va sur Amazon, on cherche, je sais pas si tu as cherché quelque chose récemment, peu importe. Et parfois, tu fais des recherches extrêmement précises. Hein? Je prends un exemple, tu cherches un produit, puis tu tapes le nom du produit et la marque du produit. Oui. Et on te fait tomber sur autre chose. Tu te dis, mais c'est pas ça que je cherchais telle marque avec tel nom. Je suis sûr que c'est pas une erreur, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Là, hein? C'est pas une erreur, c'est ça. Qu'est-ce qui sort en premier? Qu'est-ce qui sort en deuxième? Qu'est-ce qui est recommandé une fois? Qu'est-ce qui est recommandé 2 fois? Qu'est-ce qui est recommandé avec un produit qui, somme toute, a plus ou moins de lien? Tout ça, c'est des espaces publicitaires. Et ce qui est nouveau, alors moi, je te donne un exemple que je vis moi là, récemment, parce que depuis que Amazon a annoncé ses derniers chiffres qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur, alors ce qu'on a découvert, c'est qu'on a peut-être construit trop d'entrepôts, on a peut-être engagé trop de monde, on a peut-être trop de stock sur les étagères. Amazon a pesé sur l'accélérateur de la pub. Alors soudainement, on me dit, toi qui vends des produits sur Amazon, mes livres en particulier, est-ce que ça t'intéresserait d'acheter de la publicité? Quand, par exemple, les gens cherchent le mot « livre publicité ». Tu vois un peu l'idée? Okay. Alors, ce que ça, pour répondre à ta question, ça, c'est un game changer. C'est-à-dire que dans le temps, on me dira que Facebook avait déjà fait des dommages, Instagram aussi, dans les marchés locaux au Québec, mais soudainement, tu peux acheter localement pour un marché X, parce que moi, peut-être que je ne veux pas acheter l'Amérique du Nord, c'est un livre en français, dans un cas. Tu vas restreindre ta portée. Exact. Alors, ce que me dit Amazon, c'est que tu peux acheter la pub, mais de manière absolument locale, ciblée. Alors, soudainement, ben, tu devines que ça change tout, carrément. Et dans le cas d'Amazon, la force de la plateforme, c'est que on sait qu'au moment où tu cherches quelque chose là-dessus, tu es sur le point de te commettre. C'est une vieille... D'ailleurs, quand tu étais à la radio terrestre, c'était la logique d'acheter à la radio. C'était, les gens sont souvent dans leur véhicule automobile, se déplacent, réfléchissent à quelque chose, sont sur le point de... Je pense il y a une offre là, venez là. Oui, là. le restaurant serait le plus bel exemple que je te donnerais.
je sais pas, moi, il est 5h moins 10 le soir. Oups, j'entends la pub de resto. J'y avais pas pensé. Tiens, que c'est que ça pourrait être une méchante bonne idée. M'a appelé mon ami Ray puis mon ami Simon, puis on va y aller. Alors, sur ce plan-là, ben, c'est ce que Amazon permet de faire. Alors là, quand Walmart a vu ça, Walmart a dit, on va faire la même chose. Et quand Apple a annoncé, souviens-toi qu'avec le nouveau iOS, on aurait la possibilité de ne pas se faire suivre, par exemple, quand on est sur Facebook, là, Oui. de ne pas envoyer nos profils, âge, sexe, etc., à l'annonceur. Ce que Apple avait oublié de nous dire, c'est qu'au même moment, il commençait à vendre la pub. Moi, la manœuvre la plus machiavélique que j'ai vue depuis que je m'intéresse à la publicité, puis ça fait quelques années, là, ça fait au moins une trentaine d'années, c'est ce qu'Apple a fait récemment. En disant, nous, on est le protecteur de l'information, de vos informations personnelles. On ne partagera jamais ça avec personne. Si vous décidez que ces joueurs-là n'auront pas accès à vos données, ils n'auront pas accès à vos données. En passant, on commence à vendre la pub. Et c'est un coup de circuit. Alors, les prochains géants de la pub, et c'est pour ça que Facebook va avoir des problèmes dans les prochains trimestres, c'est que ce n'est plus simplement TikTok, puis à un moindre égard Snapchat, mais c'est aussi, soudainement, Amazon, Apple et Walmart. Qui sont des grands joueurs. C'est pour ça qu'on peut imaginer dans un futur pas très éloigné, quelqu'un qui nous écoute et qui va mettre la quasi-totalité de son budget sur ces plateformes-là, même si physiquement, elles n'ont pas de représentants localement. Alors, vois-tu le défi... Ils vont être placés dans les gens que tu veux rejoindre, c'est ça. Oui, avec les algorithmes, ils vont être capables de placer là où tu veux que ça soit entendu ou vu. Oui. Hier, je voyais que tu as un regroupement de professionnels qui cherche à parler aux gens qui pourraient concevoir des jeux vidéo. Alors là, j'annonce officiellement que c'est ni toi puis ni moi. La campagne a été à peu près déposée quasi exclusivement sur TikTok. Il y a des gens qui pourraient dire, mais quelle mauvaise idée, TikTok, je regarde jamais ça. Ben oui, mais juste annoncer que c'est pas à toi qui veulent parler. Non. Alors TikTok, création, jeux vidéo plus jeunes que plus vieux, plutôt ce profil-ci que ce profil-là. Alors soudainement, ben voici quelque chose qui est fameux. À l'inverse, ben dans une campagne électorale X, on pourrait imaginer un parti qui s'adresse aux gens un peu plus âgés, décider de mettre un pourcentage substantiel de son budget publicitaire sur Facebook et pas sur Instagram, parce qu'encore là, il y a une nuance, simplement parce que sur le plan des profils, ben, il y a une plateforme qui est plus efficace que l'autre pour rejoindre certains types de publics. Il faut qu'on parle, c'est pas nouveau, là, mais on additionne un gros joueur au Québec, c'est la Gazette, l'édition papier, après le Soleil, la Presse et combien d'autres, le lent déclin je dis lent, est-ce que c'est si lent que ça, mais en tout cas, le déclin du papier se poursuit dans le monde du journal. Oui, et des magazines, tant qu'à oui, faire. Et juste avant qu'on entre en onde, c'est drôle, je tombais sur un message d'Elon Musk qui racontait sur son compte Twitter que son fils lui a demandé, papa, les journaux avec du papier comme ça, depuis combien de temps ils font ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois un peu? Alors, c'est une réflexion d'un jeune qui, je ne sais pas, il doit avoir 7 ans. Oui. Et Hélène de répondre, ben oui, effectivement, que c'est ça. En y repensant, en même temps, bon, moi, je continue à penser que pour ceux qui ont connu le plaisir du papier, il y avait quelque chose là qui était unique. Mais en même temps, soudainement, ben ta tablette permet, j'ai en tête la Presse Plus, qui est sur le plan visuel, sur le plan de l'interaction chaque jour, un sacré plaisir. Ah oui. Tu sais, il y a toujours une photo, il y a une petite vidéo, la pub est là, mais pas tannante. En même temps, tu as le sentiment que tu regardes l'ensemble des nouvelles, parce que moi, c'est ça qui me manquait avec Internet. C'est le sentiment parfois que j'ai beaucoup de nouvelles de trucs qui m'intéressent, c'est-à-dire qu'on a identifié mes passions visiblement puis mes intérêts, mais la beauté avec ce que j'appellerais l'ancien pattern, c'est que c'était comme une cafétéria. Je m'enfargeais aussi dans des nouvelles auxquelles je n'aurais pas pensé, mais qui peuvent m'intéresser. Ouais. C'est ça la différence. Alors, c'est au fond la nuance entre aller sur un site ou dans un restaurant qui offre juste du steak, ou plutôt du steak, ou plutôt
de la viande. Puis aller dans un autre restaurant qui dit on va vous faire végé, on va vous faire steak, on va vous faire pâte. Alors moi, c'est ça que j'aime bien avec cette plateforme-là, c'est que j'ai l'ensemble de la proposition sur ce plan-là. Mais oui, ça ne met pas le papier à l'abri, même si ces mêmes plateformes-là ou ces mêmes médias-là savent que ça permet de rejoindre encore aujourd'hui des gens d'un certain âge qui sont toujours intéressés par le papier. Mais on est en train quand même, ceux qui aiment avoir un papier dans les mains, je pense particulièrement aux revues, là, mais les revues, on est en train de nous dire, tassez-vous, on ne vous veut plus, parce que, je te donne un exemple très simple. Ça fait un petit bout de temps, puis là, un petit bout de temps, pour moi, c'est peut-être 1 an et demi, OK? J'étais pas allé acheter des revues, puis souvent, ma blonde et moi, on avait un plaisir de lire ce que j'appelais les petites revues, mais il y avait quand même un certain niveau, c'est-à-dire on les lisait à Paris Match, par exemple. Tu sais que je suis un peu amateur de la France, et particulièrement de Paris, mais Paris Match, des fois, c'était le Gala, le Voici, des revues très populaires en France, OK? Fait qu'on achetait ça ici au Québec, mettons que je n'achetais 3, 4, 5 revues, puis ça coûtait une vingtaine de piastres. Une à 3 piastres et demi, l'autre à 4 piastres. Récemment, je suis allé chercher le Paris Match et le Gala, qui est un petit peu plus cher, mais il était plutôt, mettons, 4-5 piastres dans le temps. Donc, je répète, Paris Match et le Gala, il y a une semaine ou deux, 27 $ pour les deux. Oui. Là, j'ai dit, c'est parce qu'ils ne veulent plus, là. Ils t'envoient en ligne. Va le voir en ligne, parce que quand tu vas en France, je suis allé à Paris l'été dernier, tu achètes le Paris Match, ça va être à peu près 3 €. Le Gala va être à peu près 5 €. Donc, mettons que au pire, tu es à 10 piastres. Fait que je comprends qu'ils viennent en avion, faut que tu payes ça. Mais ils venaient en avion avant aussi. Ils venaient pas en chaloupe là, il y a 1 an, il y a 3 ans non plus. Effectivement. Mais écoute, ce que je veux dire, c'est que ça s'explique. Tout s'explique. Mais éventuellement, ce plaisir-là, on va s'habituer à la tablette à ce prix-là, là, ou on va s'en passer. Tu comprends? Oui, parce que j'allais dire, c'est du superflu. Là, c'est pas crucial. Et remarque qu'il y a des erreurs qui ont été commises aussi, dans certains cas d'importance. Moi, j'ai souvenir, par exemple, de mon père qui était chaque jour se tapait la presse, le Soleil, le Journal de Québec, la fin de semaine, le Devoir, immanquablement. Là. Puis, à un moment donné, on lui a annoncé qu'on n'était plus capable de lui livrer des journaux sous format papier. Alors, ce qu'on lui a expliqué, c'est qu'on n'avait pas de comment t'appelles ça, le monsieur? Le petit livreur? Le livreur, oui, c'est ça, mais il y a un nom pour ça. Mais le camelot. livreur de... Camelot. Oui, le camelot, exact. Et on lui a dit, on n'a plus de camelot dans votre secteur d'activité. Et tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est retrouvé coincé parce que il n'était pas rendu à l'étape d'aller voir ça sur Internet comme on le fait aujourd'hui. Ben, dans certains cas, c'est des journaux qu'il n'a plus jamais lus après. Puis dans certains cas, c'est des journaux qu'il est allé chercher en format papier en haut au Jack and Jill, dans le temps qu'il existait. Parce que récemment, je me suis aperçu, je pense que le Jack and Jill... Est-ce que j'ai rêvé ça, Gilles? Le Jack and Jill n'est plus là. Hein? Puis tu parlais de magazine. Jack and Jill était, en tout cas dans le coin de Sainte-Foy, un immanquable. T'en avais un autre aussi à Sillery. Comment s'appelait-il? Il y en avait un qui était extraordinaire aussi. Moi, j'allais chez Lecto à Sainte-Foy, la librairie Lecto, ils ont été longtemps là. Mais c'est plus récent, d'une certaine façon. Puis t'en avais un aussi à Sillery qui était extraordinaire. C'était l'un des rares endroits avec, je crois, Jack and Jill, où tu pouvais même retrouver la copie du New York Times de fin de semaine. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens de ça, qui était une brique. Là, c'est dans les années 70-80. Lire ça, c'était... fallait que tu prennes 2 heures. Radio Flashback. Il y avait du matériel. Mais tout ça pour dire que oui, on est évidemment plus là et que c'est inéluctable. On s'en va là, un petit pas. Puis il n'y a aucun média à l'abri de ça. Puis parfois, il y a des technologies qui permettent de relancer les médias parce que la radio, je crois que les podcasts, c'est quelque chose qui va permettre et qui permet au moment à la radio de se donner un deuxième puis un troisième élan. Oui. C'est tout ça. Il ne faut jamais enterrer la radio. Hein. Ça a été trop dit, trop chanté. Ça a été fait 1000 fois plutôt qu'une. Quand est arrivé la télévision, bon, c'est ce qu'on sait souvent. Là. On avait annoncé que ce serait la mort de la radio. Puis on avait déjà dit aussi, si la télé était arrivée avant la radio, on aurait dit, la radio, c'est vraiment le fun. C'est comme la télé, mais on n'a pas besoin de la regarder. Mais comme ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, on a cette réflexion-là. Mais moi, je me surprends maintenant régulièrement à regarder, par exemple, ce qu'on a fait comme entrevue dans une journée pour un site X, puis dire celle-là puis celle-là m'intéresse. J'étais pas présent en direct, mais je me suis tapé X entrevue. De la même manière que ce qu'on est en train de faire là, toi et moi, c'est quelque chose maintenant qui n'est plus possible à la radio traditionnelle, mais c'est quelque chose que toi et moi, on a fait pendant, je dirais pendant 16 ou 17 ans.
On déborde, mais ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, moi, j'avais un peu peur quand on a commencé le podcast. Moi, ça va être en décembre, je vais commencer la 4e année. Je dis honte parce que tu as fait partie du processus, mais je me disais, ouais, les entrevues longues, mon fils, qui en écoutait beaucoup, il dit, oublie ça. Il dit, Joe Rogan, des fois, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, des fois 1 heure et demie. Le monde écoute tant que c'est bon, puis ça fait pas. Tu sais, il me rappelait que, en podcast, par exemple, quand t'embarquais dans une voiture, ça prenait le fil, puis l'auxiliaire, puis t'apponnais, puis tu perdais le... Mais là, c'est plus le même pantoute. La plupart des voitures ont des systèmes automatiques. Surtout que tu débarques de l'auto, tu rembarques, ça repart où c'était, puis c'est plus facile, c'est plus convivial. Mais moi, je me disais à la longueur de temps, mais t'arrêtes, puis après ça, tu continues ou tu reprends, un peu comme on fait avec Netflix, tu peux pas tout le temps tout écouter, mais tu as des sections. Puis quand t'arrives, la machine est brillante, elle t'a gardé où t'es rendu. Veux-tu résumer ou on continue où t'étais? Fait que c'est la même chose avec les podcasts. Tout ça rend ça plus simple. Mais ça veut pas dire que la radio va disparaître. Moi, je crois pas, je suis comme toi là-dedans, mais il y a quand même un pas pire mouvement, là. Pas pire mouvement qui se fait. Moi, je trouve qu'il relance aussi beaucoup ce que j'appellerais l'échange en ligne. Oui. Et dans certains cas, on comprend que du côté des podcasts, il y a des gens qui peuvent aimer ou pas aimer. Prenons l'exemple de ce qu'on fait actuellement, le marketing et la publicité. Ceux qui aiment sont absolument gâtés. Puis ceux qui n'aiment pas, ils auront juste à écouter autre chose à un autre moment. On n'est pas obligé de tout prendre non plus. On ne se sent pas bousculé. Tu sais, si on a des thèmes, puis ça dure 1h15, ça dure 1h15, on le fait. Fait que si t'es intéressé, puis ça t'intéresse, t'en auras pas trop, là. T'es prêt à investir le temps. Tu parles de Joe Rogan. Est-ce que j'aime tous les podcasts de Joe Rogan? Non. Certains invités m'intéressent moins. Il fait beaucoup d'humoristes. C'est quelque chose qui m'intéresse moins personnellement. Parfois, je les connais pas. Mais dans d'autres cas, il va interviewer Elon Musk. Ça reste un bijou. Elon est allé 2 fois, 3 fois. Je les ai évidemment tous écoutés. J'en écoute un autre podcast, PBD, que tu connais peut-être ou pas. Je connais le nom. Qui est un petit peu plus d'affaires. Alors récemment, tu vois, une étrangeté, on décide d'interviewer pendant 1h30 un ex-agent de la CIA. Absolument passionnant. En passant, on lui a posé la question à un moment donné, dans quel pays retrouve-t-on les meilleurs agents doubles? Les meilleurs agents secrets? Gilles? J'ai le goût de dire quelque chose qui n'a pas de bon sens. Je vais dire Canada. Non. Pas l'URSS, pas la Russie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont dit ou qui ont pensé au Mossad. Sa réponse, c'est les services secrets français. Oh, OK. Oui. Alors là, alors, tu vois, il n'y a pas de souci. Alors ça, il n'y a pas ça à la radio. Non. On vient de se raconter là, il n'y a pas ça à la radio. Mais alors, comment ils sont formés? Comment ils sont choisis? Comment ils sont identifiés? Comment ils se comportent ailleurs? Okay. Les endroits les plus risqués pour opérer. Non, tu vois un peu le genre d'idée? Oui. Ça, tu n'as pas ça à la radio conventionnelle. Mais si tu me donnes 1h30, puis j'en ai un qui a été là pendant 10, 12, 15 ans. On va aller le chercher. Et c'est absolument passionnant. Je te donne un exemple parmi, évidemment, tant d'autres, parce que tu peux interviewer des gens d'affaires, comme tu le fais souvent. Extrêmement intéressant. Simon Saint-Hilaire. Oui, parce qu'on touche... puis je prends l'exemple aussi d'un cardiologue que j'ai interviewé récemment, où on pouvait parler à quelqu'un qui... C'est rare qu'ils ont le temps de parler, premièrement, parce qu'ils sont occupés, mais d'entendre, de voir, puis de poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est jamais capable de régler, Dr Quentin, que j'ai interviewé il y a quelques semaines, régler les problèmes de santé? J'ai trouvé ça passionnant, parce que d'abord, il est capable de s'exprimer, puis d'autre part, il nous a donné un éclairage qui nous donnait, pas juste l'impression, qu'il nous donnait accès à derrière le rideau. Comment ça se passe vraiment? Oui, et c'est comme la dame que tu interviewes du côté de la santé, de la nutrition. Oui, Isabelle Huot. Exact, qui a fait une grosse annonce il y a une semaine ou 2 maintenant, qui est dans Whole Foods, la bannière. Elle rêvait de ça, oui, c'est ça. C'est un coup de circuit, là. Déjà, tu me dirais... Ça, c'est Amazon, c'est ça, Amazon qui a acheté exact. Whole Foods, oui. Alors, sur ce plan-là, et c'est la beauté. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner, je le mentionne, puis je fais le lien avec un autre sujet, mais en fin de semaine, on a beaucoup parlé des étudiants en médias qui ne savent pas qui est Véronique Cloutier. Tu as peut-être vu ça passer. Complètement. Moi, j'ai été renversé, mais je me suis dit, oh, tiens, d'une certaine façon, je te fais juste un petit parallèle, je te laisse aller après avec la nouvelle. En jasant avec des amis, moi j'ai 62 ans, mais comme j'ai eu un enfant à 42 ans, tu comprends que ma blonde est 12 ans plus jeune que moi, on m'a forcé à rester jeune, puis ça m'a bien servi. Mais je regarde mes 3 enfants, 30 ans, 28 ans, puis 20 ans, et à part ceux qui sont rendus à 30 ans parce que leurs intérêts personnels, familiaux changent, jusqu'à l'âge de 25 ans, ils n'écoutaient pas radio. Puis mon plus jeune de 20 ans, c'est 0. Puis je suis certain que tu as des enfants, tu as autour de 20 ans. Oui. Puis ça ne doit pas écouter la radio beaucoup. Non.
Bon, c'est ça. Donc, ils sont rendus ailleurs. Ce qui fait que Véronique Cloutier et les autres, jamais qu'ils écoutent s'ils n'écoutent pas la radio du tout, penses-tu qu'ils vont écouter? Peut-être une occupation double. Là, tu sais, souvent, ce genre d'émission-là, l'île de l'amour, hein, je ne connais pas là, toutes les émissions, mais tu sais, les affaires bien légères. Oui, en gang, là, ils se mettent. Non, mais tu sais, ils écoutent ça en gang. Là, je fais mon âge en esti, là, excuse-moi, mais. Sauf que les quotidiennes, puis tout ça, là, la guerre entre les deux nouvelles émissions à 19h, là, tout le monde parle de ça, mais c'est pas tout le monde non plus quand tu regardes les codes d'écoute. Mais en tout cas, tout ça pour dire que éventuellement, moi, je n'investirais pas 5 millions dans Éco-Vedette, parce que ça, je veux dire, éventuellement, ça va mourir avec ceux qui le lisent. C'était mon édito. Il y a beaucoup de gens qui ont sursauté. Moi, tu devines que, bon, au quotidien, en fait, quasi quotidiennement, je les rencontre, j'échange avec eux, je parle de mes étudiants. Évidemment, les gens qui nous écoutent, tantôt ont des enfants, tantôt sont familiers ou avec peut-être les habitudes des enfants de d'autres amis ou de d'autres parents. Moi, ça ne m'a pas renversé. Évidemment, ma surprise, parce que oui, je n'ai une, c'est que là, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on aurait pu assumer que le niveau de familiarité avec Véronique Cloutier, pour toutes sortes de raisons culturelles et historiques, soit peut-être plus élevé que les résultats qu'on nous a donnés. Quoique beaucoup de ces étudiants-là, je te rappelle, viennent des quatre coins. Absolument. Ben oui. Moi, je connais quelqu'un avec qui je collabore à la radio à chaque semaine, qui vit ici et qui est allé faire son tour, qui est allé suivre à l'ATM. Ces cours-là, oui, qui sont incontournables. Ils ont une renommée à cet égard-là. Mérité. Oui, puis c'est souvent un passage que je qualifierais d'obligé. Mais je reviens encore une fois avec ces gens-là. Ce qu'on peut présumer, c'est qu'ils sont intéressés au domaine des médias, de la publicité, des relations publiques puis de la communication. Ça va jusque-là. Donc, ils sont familiers avec les nouvelles plateformes. Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify, la musique, YouTube. Alors, s'ils sont familiers avec les plateformes, plus en tout cas que le commun des mortels, là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oh, je les connais, ces plateformes-là aussi. » Oui, mais savez-vous, je pense à ma mère, elle les connaît moins. Je pense à d'autres aussi autour de moi, ils les connaissent moins. Si je parle à mon voisin, je pense qu'il les connaît pas. Ou à peu près pas. Si on est familier avec ces plateformes-là, on écoute des programmes, peut-être qu'on n'écouterait pas autrement. N'est-ce pas? Il y a comme une espèce de lien, il y a un corollaire. Là. Si tu connais Netflix, ça se peut que tu as déjà regardé une série en espagnol. Si tu connais Amazon Prime, en fin de semaine, là, je te raconte un exemple de moi, là. L'algorithme me dit, je pense que tu vas aimer telle série. Je ne sais pas comme si c'est une télé-réalité. Je ne penserais pas que c'est une télé-réalité, mais c'est une série. Ouais. Je pèse sur le piton. Ça part, c'est en italien. C'est le plus gros Instagrammeur, appelons-le comme ça, là, sur Instagram, qui s'exprime et qui est italien. Alors, c'est un héritier de Parmalat, là, pour ceux qui connaissent la firme. Ça a fait une grosse histoire il y a quelques années. C'est comme imaginer une des 5 ou 6 plus grosses entreprises au Canada qui ferait faillite, qui aurait des problèmes financiers. Alors lui, on peut deviner entre les lignes quand on écoute tout ça qu'il fait beaucoup de fric, puis ça lui permet de faire des choses plus légères, genre de se filmer en train de nager dans sa piscine, tu vois le genre? Ou des choses qu'on peut pas faire, toi puis moi, ou que les gens voudraient pas voir. Mais ça prend une eau opaque dans mon corps. Oui, alors, je me mets à écouter ça, je me dis, c'est quand même incroyable. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, jamais j'aurais pu faire ça. Je rencontre à un moment donné Benoît Dutrisac, pour pas le nommer. Il me dit, ces temps-ci, je me tape une série en danois. Hein? Parce qu'il y a eu il y en a. Oui, il y en a. Je me disais, incroyable. En fin de semaine, encore une fois, je te prends un exemple. Là, il m'est arrivé dimanche, quelqu'un me fait écouter sa playlist de Spotify qui a construit. La première chanson, je reconnais pas la langue. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas capable de la fredonner. Des fois, je pourrais reconnaître le portugais un petit peu, l'espagnol, l'italien un petit peu. On me dit, c'est en albanais. Et là, je me dis dans ma tête, écouter de la musique en albanais. Tu as trouvé ça où, toi, en albanais? Sur Spotify, je t'annonce. Okay. Ça a été poussé si ça dans les t'intéresse, les tempêtes qui s'en viennent, les tempêtes musicales, parce que c'est la beauté aussi d'être dans le coin ici. Toutes ces tempêtes-là qu'on peut observer, je te dirais du côté anglophone, éventuellement, ils rentrent, là, c'est comme un virus, ils rentrent. Là. La personne me fait écouter sa playlist, albanais, portugais, français, anglais, espagnol, tu vois un peu le genre. Mais Luc, ça va t'arriver. Moi, ça m'est arrivé. Ce que tu me racontes là, je pensais pas. Ça m'est arrivé avec mon fils. Là, j'ai dit, je rêve-tu ou ça me semble que c'est de l'espagnol? J'ai déjà entendu l'espagnol, je ne suis pas fluent, mais mes enfants sont meilleurs. Ma blonde est bonne en espagnol aussi, elle a pris des cours à l'université un peu. Fait que j'entends ça, je dis, t'écoutes, c'est ça que t'écoutes? Ouais, nous autres, ça ne dérange pas. On a entendu dire que c'était bon, puis c'est bien coté, mettons, sur Netflix.
Puis c'était des affaires de jeunes, des beaux jeunes, des belles jeunes. On n'est pas surpris tant que ça. Puis une histoire assez simple, mais tu sais, quand même différente de ce qui existe, mettons. Puis il y avait les sous-titres en anglais, lui. Fait qu'il a décidé de prendre les sous-titres en anglais pour, des fois, juste être dessus. C'est quand tu as l'image, ça aide. Mais j'ai dit, OK, c'est quand même, il n'y a plus de barrière là, zéro. Si c'était en danois, puis que c'était très bon, puis c'était hot, puis les images étaient belles, puis c'était du beau monde, puis là, peu importe les raisons, qu'il y avait une intrigue extraordinaire qui n'existe pas ailleurs, je pense qu'il écouterait pareil avec un sous-titre en anglais, puis il n'y aurait pas ce frein-là. Mais d'abord, nous autres, c'était pas juste un frein, il n'y avait pas. On était élevés on n'avait pas le choix. L'option n'existait pas. Puis moi, c'est pas un blâme que je relance. Il y a une diversité extraordinaire. Ils sont très chanceux. Ben oui. Quelque chose qu'on n'a pas eu, parce que toi puis moi, là, il y avait 2 stations écart. Patonique. Puis Télé-Capitale dans le temps, puis le cinéma de 5 heures. Puis quand c'était Terrence Hill puis Bud Spencer, des films, aujourd'hui, il n'y a personne qui pourrait regarder un film comme ça jusqu'au bout. C'est impossible. Là. Et le stress de la semaine, Luc, c'était quoi? Dimanche soir, Walt Disney, vas-tu nous présenter un dessin animé ou un vrai film? Oui. Ou nous présenter M. Van Braun qui va nous expliquer comment il va amener une fusée sur la Lune. Parce que c'est Disney, mine de rien, a joué un rôle important là-dessus, nous présenter puis nous familiariser avec la Lune. Mais je reviens là-dessus, j'écoute Narcos, on est en Colombie, je peux l'écouter en français, mais il y a comme quelque chose qui tient pas la route, c'est-à-dire que on le sait, je parle pas en français au centre-ville. Je peux l'écouter en anglais, mais encore une fois, il y a quelque chose qui tient pas la route. Là, soudainement, le camelote, là. Oui, c'est ça. Va chercher le patron. Alors qu'en espagnol, patron. Ah, ça, je la comprends. C'est le boss. Il voulait parler du boss. Puis il y a un petit côté avec patron qu'il n'y a pas avec boss. Il y a un petit niveau là, de oui, monsieur, puis je vous écoute, monsieur, puis vous décidez, monsieur. Mais tout ça pour dire que ils ont cette chance-là qu'on n'a pas. Alors, évidemment, s'il y a plus de plateformes, des nouvelles plateformes, des plateformes qui s'abreuvent à tous les contenus partout à travers le monde, il ne faut pas s'étonner que soudainement, on a une première génération qui dit « Elle, je la connais pas ». D'autant plus que je suis pas sûr que c'est une émission qui s'adresse à ton gars qui a 20 ans d'ailleurs, qui vient d'avoir 20 ans il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai une fille qui est née à peu près au même moment que ton gars. J'ai le souvenir de ça. Oui, c'est ça. Septembre 2002, vois-tu, on est dedans. Oui, c'est ça, absolument. Et je crois, c'était 2 ou 3 semaines juste avant. Mm-hmm. Mais au tout début, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Mais, alors, c'est ça. Donc, eux, ils sont là. C'est ça qu'ils font. Maintenant, il y a une chose, je dois dire, je les excuse pas totalement. Là. Je parle ici, évidemment, des étudiants qui sont dans le domaine des médias, parce que on aura compris que si tu aspires à travailler en médias au Québec, ou en journalisme, ou en publicité, ou en relations publiques, la réalité, là, c'est que ton matériel de base, là, les gens avec qui tu vas frayer, les gens que tu vas mettre en scène, là, dont tu vas faire la promotion, la réalité, ben, c'est des gens de ton coin de pays. Alors, sur ce plan-là, ben, ma critique, c'est si vous n'êtes pas familier avec tel réseau de télévision ou avec la programmation d'eux, ou mettons que je serais dans le domaine des médias et des relations publiques, puis je ne sais pas qui est Stéphane Bureau, qui ces temps-ci fait exactement un show où il décide de prendre ce qu'on a toujours fait, puis il dit on va faire exploser ça, puis dorénavant, avec la médaille, ben, on se rappellera qu'il y a 2 côtés à une médaille. Hein. Ça peut sembler bien facile comme idée, mais encore faut-il le faire. Puis on voit qu'à l'usage, c'est complètement décapant parce qu'on n'est pas habitué à ça. Ça s'appelle la discussion en passant. Ça s'appelle le débat, puis on est peut-être moins habitué à ça. Mais si vous êtes dans le domaine des médias ou de relations publiques ou de la pub, puis vous ne savez pas que quelque chose comme ça se passe, là, j'ai un problème. C'est pour ça que je les excuserais à moitié. Le grand public, probablement à peu près totalement. Ben oui. Mais ceux qui sont dans le domaine des médias, là tout comme tu devrais savoir qui a marqué les médias, qui a été important dans l'histoire, comme particulièrement si c'est ton domaine, qui est important, qui est en montée. Mais juste un petit point encore pour revenir sur l'importance des Spotify de ce monde et autres applications. Moi, ce que je remarque, puis je voulais t'en parler, c'est que puis j'ai même utilisé sur mon site gillesparent.com parce que ça m'a été demandé. Peux-tu nous mettre ce qui pogne le plus? Ce que le monde écoute le plus? Parce que le monde, c'est comme s'il dit, on n'a pas le temps. Là. On arrive là, puis il y en a plein. Puis là, t'es rendu à 3 ans, 4 ans, à un moment donné, on ne saura plus y retrouver rien. Fait que je mets en évidence, tu as peut-être vu, top 5 des plus écoutés. C'est souvent les plus récents parce que, bon, il y a des gens qui viennent écouter à chaque semaine, tu comprends? Mais ce que je veux dire, mon point est le suivant. Sur Spotify, sur TikTok et les autres, dans le fond, tu as un palmarès en temps réel à la seconde près.
Fait que si tu veux, entre guillemets, on est bon là-dedans, puis je pense que c'est planétaire, Luc, tu me le diras parce que c'est toi le prof, là. On aime ça, se rallier à ce qui marche. Écouter ce qui pogne. Oui. Mais il te le donne en temps réel. C'est pour ça que nos enfants vont écouter des affaires en danois, vont écouter des affaires en espagnol, parce que c'est très hot. Puis là, il y en a un qui l'écoutait, puis c'est bon, puis la fille, puis le chose, tu comprends? Fait que tout ça aide à une ouverture plus grande parce que c'est vraiment constamment des palmarès qui poussent en avant ce qui marche. Et c'est ce que fait maintenant Netflix. Ah ben Chaque oui, soir, t'arrives sur la plateforme, puis on dit, voici le top 10 de ton coin de pays. Puis je suis sûr que ça influence. Aucun doute pour moi. Ben oui, et force est de constater que tout le monde en même temps ne peut pas se tromper. Ouais, c'est ça. Évidemment, parfois tu dis, ça, je comprends pas que ça pogne. Ça peut arriver. Je pense à certaines téléréalités. Ça peut arriver que tu penses ça, mais reconnaissons qu'en même temps, s'il y a, je sais pas moi, l'émission sud-coréenne là, qui a fait beaucoup jaser l'an passé, en début d'année. C'est pas que je veux le dire. Là, oui, puis c'est ça, je l'ai, c'est le crabe là, en français. Hein, c'est ça, c'est crabe. J'ai le bout de la langue. Dans un cours que je donnais ce matin, là, il y a 3-4 personnes qui sont en train de le griller de toute leur force, puis qui le savent. Mais, ceux qui nous entendent le disent. Mais ils le savent aussi. Tout le monde le sait. En fait, il y a juste toi et moi qui le sait pas. Mais c'est ça. C'est la série la plus écoutée sur Netflix de tous les temps. Ah, on a de la visite en studio. Oui, et c'est pas le mien, c'est le tien. Non, c'est de mon bar. Oui, et je spécifie pour ceux qui penseraient qu'il fait à peu près 1,5 pied à 2 pieds de haut, qu'il est en réalité haut comme 3 pommes. Est-ce qu'on peut dire ça, Gilles? Il est pas... Oui, vraiment, il est très, très petit, 7 livres. Là, je vais essayer d'aller régler je sais pas ce qu'il y a là, ce sera pas long. Oui, et pendant ce temps-là, en bon animateur, ou en fait en bon collaborateur que je suis, je m'empresse de poursuivre en rappelant que, évidemment, cet article-là était écrit par M. Cassivi et que vous pouvez le retrouver dans le journal La Presse et que ça a fait énormément jaser. Est-ce que Gilles est de retour? Gilles n'est pas de retour. Je me permets une petite anecdote. Là, je suis là. Excuse-moi. Oui, vas-y. Excuse-moi. C'est le Saint-Esprit, il n'y a même pas personne, ça me tente. Non, c'est ça. Non, puis je m'en allais sur un sujet qui n'était pas prévu, Gilles, du monsieur de Patagonia. OK. Qui a un nom à consonance française, puis sans surprise, parce que son père était canadien-français. Ils ont émigré assez rapidement au Maine, Lewiston. Okay. Ils sont déjà allés à Old Orchard, au Gunpin, Lewiston, Maine. À un moment donné. Exact. Et c'est Patagonia, la compagnie, avec son annonce il y a 2 semaines déjà, lors de laquelle il a dit, moi, je veux faire un avancé important pour l'environnement. Je donne littéralement ma compagnie à l'environnement. Alors, dorénavant, ce ne sera pas simplement le 1% du chiffre d'affaires annuel qui va aller là, mais l'ensemble des profits qu'on pourra générer. Juste te rappeler, Gilles, que dans une vie précédente, il avait lancé à un moment donné une campagne de pub, dans laquelle campagne de pub, il disait « N'achetez pas mes vestes ». J'aime ça. Et tu sais ce qui s'est passé? Il y en a manqué? Les ventes de ces vestes en question ont absolument explosé. Alors, c'est le premier, pourquoi j'en parle? Très rapidement, c'est le premier à avoir occupé ce qu'on appelle la case marketing environnemental avant que ça devienne à la mode. Puis on est quelque part dans ce cas-ci au début des années 80. Et son histoire est intéressante, ce qu'on appelle communément le storytelling en marketing. Alors, c'est l'histoire que tu choisis de raconter en lien avec ton produit, parce qu'il y a 1000 histoires que tu pourrais raconter. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'il dit, c'est jamais faire de l'alpinisme. À un moment donné, j'ai commencé à réfléchir à des équipements pour l'escalade, et je me suis aperçu que chaque fois que j'inventais quelque chose, à l'instar de tous les produits qui existaient déjà, ça abîmait la face de la montagne. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à des équipements de type écologique. Et c'est comme ça que ça l'a amené vers les vêtements écologiques, éventuellement vers le surf aussi. Et ça donne l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je voulais te parler un petit peu des parcs. On a tous rêvé d'y être, puis plusieurs s'y sont allés d'un parc thématique, entre autres de Disney. Mais là, on dit qu'il commence à y avoir des plaintes de plus en plus fréquentes. Ça a l'air que les prix ont monté en fou. C'est vraiment très, très cher. Je sais que à mon avis, de perception, mettons, quand je suis allé avec mes plus jeunes en 95, mettons, puis après ça, 2010, selon les âges des enfants, on est allé une couple de fois, pas 15 fois. Puis c'était toujours assez cher, mais on se disait, coudonc, on voit quelque chose d'exceptionnel, puis au total, ça vaut à peine. Tu sais, moi, c'est le même, je voyais ça. Mais là, semble-t-il que ça a pris des proportions qui dépassent ce que les gens peuvent payer. Est-ce que tu entends dans ça aussi? Oui. Ben moi, je vais juste te donner mon 50 sous la dernière fois que je suis allé, puis ça fait effectivement plusieurs années. Avec les enfants, j'imagine? Avec les enfants. OK. Moi, j'ai trouvé que c'était défraîchi.
Oh! C'est comme si tu avais fait quelque chose quelque part dans les années, fin des années 60, début des années 70. Ça roule. L'argent entre, t'as pas besoin de forcer fort. De toute façon, il y a toujours des gens qui cognent à la porte. Puis, ben, laissons ça aller comme ça. C'est une façon facile de faire des sous sans mettre trop d'investissement. Vois-tu? Moi, c'est le feeling que j'ai eu. Puis, on a déjà eu cette discussion-là, toi et moi, parce que je m'en souviens, là-dessus, on s'entendait peut-être pas. J'avais trouvé la nourriture très, très, très ordinaire, compte tenu du forfait qu'on achetait et du prix du forfait en question. Mais là, effectivement, à ma grande surprise, c'est comment c'est devenu extrêmement cher. Et Disney dit, voici notre logique, c'est qu'on va monter aussi haut que le groupe le mieux nanti est capable de payer. Oh, OK. C'est une clientèle, donc C'est le upper scale raisonnement. voulu? Oui. Et par la bande, ben, le danger, c'est que Disney, ben, pour n'importe qui aime ça le moindrement, puis j'ai souvenir de gens que tu côtoyais en business qui étaient de grands fans de Disney, c'était vendu comme étant un produit qui s'adressait à tout le monde. Tout le monde pouvait aimer Disney, puis tout le monde pouvait se payer Disney, puis tout le monde pouvait aller parfois peut-être à Disney aux 5 ans, quelque chose comme ça. Là. Et là, soudainement, ben, j'annonce pour ceux qui seraient peut-être pas allés récemment ou qui n'auraient peut-être pas vérifié les prix, ça a monté de façon abominable. Le stationnement qui, hier, était gratuit, est maintenant payant. Tu vois un petit peu le genre de détails. Dans le temps aussi, tu te promenais sur l'ensemble, en fait, l'ensemble des parcs. Oui, t'avais l'autobus, je sais pas si tu te souviens. Oui, l'autobus. C'est ça, qui était littéralement d'ailleurs un outil de promotion, parce que dès que tu t'assoyais puis que ça repartait, on t'expliquait que Disney, c'est la radio, Disney, c'est les parcs, Disney, c'est les histoires, Disney, c'est les films. Disney, très bien intégré, oui. C'était extrêmement, c'est ça, oui, marketing intégré, certainement. Très bien dit. Puis, mais aujourd'hui, l'autobus coûte quelque chose. Mais dans le temps, on te l'a... Dans le fond, les gens mesurent ça comment, Prof Dupont? Ils mesurent... On est allé 2 enfants, 2 adultes, on sort de là, puis ça a coûté 1500. Pardon? Oui. Mais tu sais, c'est ça. Ils disent, on paye ici, payer ça, l'autre. Puis là, tu y vas plus à 1500, là. Il n'y a plus 1500. OK, 1500, tu restes dans le garde. J'exagère, depuis 2 semaines, sur Twitter, le truc rigolo, entre guillemets, tu me diras si c'est si drôle que ça, mais c'est des gens qui passent des enfants cachés quand ils vont à Disney. Oh! Alors, ils se filment en entrant. L'enfant est caché, tu n'as pas idée comment il est caché. Là. Tu te dis, il peut pas rester longtemps là. Il va manquer d'air. Ils payent. Puis une fois qu'ils ont traversé, ils sortent le kid. Je ne sais pas si tu vois la scène. Mais il est caché dans la bédaine, il est caché où? Il est caché dans quelque chose. Ben, c'est ça le truc. C'est qu'il est caché dans quelque chose. C'est jamais la même affaire. Ben oui. Alors, c'est comme devenu un running gag. Et là, l'excuse des gens de dire on le sait qu'on ne peut pas faire ça puis qu'on ne devrait pas faire ça. Mais c'est que c'est devenu tellement cher que si on va amener nos enfants là, on n'a pas le choix. Alors, ce qu'on peut prétendre ici, moi, je pense qu'on est à l'étape qui ressemble étrangement à quelque chose qu'on a vécu au hockey il y a quelques années déjà. C'est l'époque au début des années 80, mettons, où un billet de saison, les matchs hors concours, la saison régulière, puis les 2 premières rondes, te coûtent au total tout. Le billet, au total tout, l'ensemble de tous les billets, 350 $. Je le sais, c'est ça que j'ai payé. Je sais que c'était ça le prix. Ouais. Aujourd'hui, pour 350 $, tu as un billet, pas 2. Tu as un billet à Ottawa, peut-être 2 liqueurs, peut-être un hot dog et quart. De pizza, peut-être. Exact. Alors, soudainement, ben, tu n'as plus le même genre de profil de fans. Tu as peut-être des gens qui aiment ça moins qu'avant. Puis cet été, il y a un chiffre qui est sorti que j'ai trouvé renversant. C'est le pourcentage de Canadiens et de Québécois, parce qu'on l'a mesuré à Montréal en particulier, qui disent « J'écoutais autrefois le hockey, je ne l'écoute plus maintenant ». Évidemment, les codes d'écoute, c'est un premier indice, mais des gens aussi qui disent « J'aimais ça avant, je n'aime plus ça maintenant ». Alors, dans le cas de Disney, il y a beaucoup de gens qui lèvent la main et qui lancent un signal d'alarme en disant « Si Disney poursuit dans cette voie-là, ils vont perdre toute une génération de fans qui leur faisaient de la publicité facile, des gens qui revenaient à quelques reprises également, alors le repeat, comme on l'appelle communément. Puis le rêve entretenu va disparaître. Oui. Combien ont rêvé d'aller à Disney? C'est fou, là. Oui. Qui sont très, et ça, là, c'est... Moi, personnellement, je crois que Disney actuellement commet une très, très grave erreur, d'autant plus qu'ils ont commencé à se prononcer sur à peu près n'importe quelle politique en Floride. Je rappelle que le public cible de Disney, c'est les parents, les enfants. Si on veut faire une histoire courte, c'est pas plus que ça. Puis de se mêler de tout ce qui peut concerner, par exemple, ce qui se passe du côté politique, je crois que c'est une profonde erreur, d'autant plus que parfois tu vas te prononcer sur des politiques qui sont liées aux enfants. Or, je rappelle que ton public cible, ce sont les enfants. Puis il n'y a rien de plus précieux pour un parent
que ses enfants. Il y a une chose qui n'est pas négociable, c'est les enfants. Alors, sur ce plan-là, Disney, je pense, comme Est-ce que une ça se erreur. peut, prof Dupont? Moi, je suis l'étudiant du fond de la classe qui a levé la main. Ça fait 5 minutes, j'attends. Je veux vous poser une question là-dessus. Est-ce que ça se peut, prof Dupont, que ce soit une compagnie qui est tellement bien financée, qui est tellement grosse, qui a tellement d'autres sources de revenus, que finalement, mettre une autre couche de peinture à Disneyland, c'est pas si grave? Donc, je suis en train de dire que est-ce que, d'une certaine façon, sont capables de progresser sans trop s'occuper de ce public-là? Bon, c'est une question À d'étudiant. court terme, la réponse, c'est oui, à cause de la COVID. Alors, je crois que actuellement, leur radar est biaisé. Alors, je m'explique. C'est que pendant 2 ans, on est resté à la maison. Pendant 2 ans, on s'est dit, la minute qu'on peut sortir, voilà ma liste. Moi, je l'ai fait, ma liste, cet été. Là. Tu sais, je l'avais, puis c'est ça. Je suis allé, j'avais deux items sur ma liste. Il y a beaucoup de parents dont les items sur la liste, c'était aller chez Disney. Oui. Et c'était, dans ce cas-ci, mettons, momentanément, là, tu avais mis un petit peu d'argent de côté parce que t'es pas allé au restaurant pendant 1 an, 1 an et demi, quoi, quelque chose comme ça. Puis on s'est aperçu qu'en jetant un coup d'œil sur les sous de côté puis le remboursement des cartes de crédit, on a traversé quelque part autour de 2021 un moment qu'on n'avait jamais vu, où les gens avaient payé leur carte de crédit, les gens mettaient de l'argent de côté dans le compte de banque. Et en passant au moment où on se parle, on n'est déjà plus là. On est déjà Caroline, dans... ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long, ça va très vite. Alors, je crois que Disney, là, le radar, actuellement, il est biaisé parce que quand ils ont annoncé leur chiffre de l'été du dernier trimestre, ils ont dit des revenus records. Évidemment, des revenus records. Parce que, tu as monté tes prix d'à peu près 30%. Donc, logiquement, j'espère que tu as des revenus Une records. attente de 2 ans ou Puis presque. 2, tu as une attente de 2 ans. Alors, posons-nous la question, l'été prochain ou l'autre été d'après, à quoi ça va ressembler? Puis, tu avais aussi d'autres produits autrefois qui étaient à peu près gratos ou un petit peu moins cher, genre pas faire la file. Je dis pas qu'il était gratos, le produit, il a jamais été gratos. Non. Mais il était pas, somme toute, si dispendieux que ça. Mais cette année, Disney a dit, si vous voulez pas faire Le la fast file... track, là, il est rendu cher. Oui, exact. Puis ils ont changé le nom. Dans le temps, ça s'appelait, je crois, c'était la Fast Pass. Je me trompe-tu? Je veux pas me tromper parce que je vais Moi, je aller disais fast hier au track, Disney. mais fast pass, ça se peut Mais aussi. je pense que c'était Fast Pass que ça s'appelait. Mais, alors, ils ont fait disparaître certains de ces produits-là. Ils les ont renommés dans d'autres cas avec des variantes à la nuance près qu'ils ont juste augmenté le prix de manière significative. Alors, c'est pour ça que ma petite prédiction ici, c'est que je sais que du côté du streaming, ça va très bien du côté de Disney. Avec l'ensemble des propriétés, ils ont battu cet été Netflix, mais avec l'ensemble des propriétés, Disney+, plus Hulu, plus 2-3 autres. Donc, tu es en train de donner raison à ton étudiant du fond de la classe. Ils sont tellement bien, ils ont tellement d'équité qu'ils sont capables peut-être de momentanément, Ouais. et c'est ça. Mais le danger, c'est qu'il y a un groupe de gens qui faisaient beaucoup ta publicité. Tu as des chaînes de YouTubers sur YouTube, donc, sans surprise, de gens qui parlent constamment de Disney. Et je me suis enfargé là-dessus récemment. Alors, YouTube, avec son algorithme, m'a dit « Je pense que tu vas aimer ce qu'il raconte. » Et ces gens-là, à peu près, quasi là, unanimement, disent « On n'ira plus. » Alors, Disney peut dire « On le sait que vous allez retourner, on n'a jamais fait autant de fric. » Tu vois-tu un petit peu l'idée? Moi, je dis, tes lunettes soleil t'empêchent de voir clairement ce qui est en train de se passer. Tu devrais momentanément les enlever. À court terme, c'est un bingo. À moyen terme, c'est peut-être pas si mal. Puis je suis convaincu qu'un matin, tu vas te réveiller puis tu vas dire, il y a des gens qui avaient l'habitude de venir ici, puis qui sciemment maintenant, pour toutes sortes de raisons, parfois en lien avec le prix, parfois en lien avec des politiques de Disney, parfois en lien aussi avec les relations publiques de Disney, ont décidé de l'abandonner. J'exclurais pas ça. Je pense Est-ce que que Universal pourrait être une entreprise qui est quand même compétitrice dans bien des marchés, pourrait être plus accessible pour profiter oui. Parce qu'ils sont peut-être un peu moins chers. Puis déjà, les gens vont encourager une compagnie. Puis c'est pas inintéressant. Moi, je suis allé souvent plus à Universal qu'à Disney quand les enfants vieillissaient. Oui, et moi de mon côté, Universal, n'importe quand. Ben oui. Si tu veux qu'on parte la semaine prochaine, on va y aller. Non, mais est-ce que Universal pourrait avoir une politique un peu plus accessible pour répondre à ça? Oui, absolument. Alors, sans surprise, si tu es toujours l'étudiant de fond de la classe qui vient de me poser cette question-là pour me relancer, je réponds oui, justement, Universal vient d'annoncer la construction d'un 3e parc. Oh, OK. Et ils viennent d'annoncer aussi qu'on s'est réentendu à nouveau avec la madame d'Harry Potter, J.K. Rowling, et puis on va ajouter quelque chose de ce côté-là. Ce qui est un méchant défi parce que pour ceux qui visualisent peut-être des airs, les 2 parcs actuellement d'Universal, de rajouter quelque chose, c'est pas évident.
Alors, il y avait comme un secteur, les anciens entrepôts dans lesquels on tournait des films. Là. Oui. C'est ça qu'ils vont tout jeter à terre. On va parce peut-être qu'ils ne enlever tournent aussi plus. des anciens exhibits moins intéressants, Oui, peut-être. Hein? oui, oui. Puis ils ont déjà commencé à faire ça. Puis ils en ont rajouté aussi quelque chose qui s'appellerait, mettons, entre toi et moi, on parlerait de King Kong, là, même si c'est pas, je pense, le nom officiel du truc. Mais oui, puis moi, j'ai vu dans le parc qui est plus récent, là, remarque qui est plus récent, ça fait quand même quoi, une couple de 10 ans. Mais j'ai vu des gens arriver devant le Harry Potter, là, le village d'Harry Potter. Je sais pas si tu es allé récemment. Oui, absolument. Gilles. Mais pas récemment. Et j'ai vu des gens en état d'extase. J'ai vu des gens là, complètement. Alors, on devine que c'est des gens qui ont lu les romans, qui sont fans. Subjugués. Subjugués. C'est drôle, j'ai dit ça. Cet été, j'étais chez un libraire américain dans le coin du Maine. Et à un moment donné, à côté de moi, l'activité, c'était le Centaure de Centaure ou le Génie en herbe, mais uniquement des questions en lien avec Harry Potter. As-tu gagné? Et, ben, moi, ce jeu-là, non, je gagnerais pas. Je suis pas ce niveau de fan-là, mais j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, qui s'est assis pas loin, puis qui a dit, on peut-tu rester ici quelques minutes? J'ai beaucoup de plaisir. Absolument. Et donc, ça serait ce que je te répondrais avec Disney. Puis je te rappelle que quand Universal est allé chercher Harry Potter, et qu'initialement, c'est Disney qui devait l'avoir, mais qu'on n'a pas bien accueilli J.K. Rowling la journée où elle s'est présentée à la porte, puis que quand elle a dit « je veux le contrôle total sur ceci, puis cela », Disney a dit « nous, on marche pas comme ça ». Elle a pris ses clics et ses claques, elle s'est rendue du côté de Universal, le parc. La personne qui l'a accueilli l'a reconnu, parce que J.K. Rowling se présente devant nous autres, là. Combien de gens qui nous écoutent la reconnaissent vraiment, là? Tu la reconnaîtrais, toi? Tu la visualises, J.K.? Oui. Oui, mais je suis pas sûr que tout le monde la reconnaîtrait. Alors, dans ce cas-ci, elle se présente là, la personne la reconnaît, l'accueille comme il se doit, et puis, semble-t-il que très rapidement, on s'est entendu. La suite, on la connaît. On a observé un déplacement en termes de pourcentage des clientèles, là, le pourcentage de clients qui va chez Disney versus Universal, suite à ça, assez substantiel. Puis, oui, tu le disais un petit peu plus tôt, Disney plus jeune, Universal plus âgé. Moi, personnellement, j'aime mieux plus âgé. Pourquoi? Ben parce que, je sais pas, à partir de 14-15 ans, théoriquement, ben tu peux aller les chercher jusqu'à quoi? 60, 65, 70 ans? Ben oui. Hein? Ben oui. Nous autres, quelque chose comme ça. Oui. Alors que les petits Bambi, tout ça, là, pour enfants, c'est vraiment pour les jeunes. Il n'y a pas que ça. Certains diraient, il y a le parc aquatique, tout ça, on a compris. Là. Ils ont étendu l'offre. Mais la base, c'est quand même Mickey puis Minnie, puis ça reste ça, là. Oui, et la beauté quand tu rajoutes un parc, c'est que tu rajoutes des dates, le nombre de jours. Parce que si tu as un parc, dans le temps, moi j'ai connu l'époque du un parc à Universal avec Jaws, ben tu restais 1 ou peut-être 2 jours, pas plus. Quand tu avais fait 2 jours, tu avais fait le tour. Après ça, on rajoute un nouveau parc. Oups, là soudainement, je passe pas à 3, je passe à 4. Puis mettons, je restais 6 jours, puis je passais une journée, j'allais faire un petit tour à Orlando, puis une autre journée, on prenait une petite pause avec la piscine. Là, soudainement, tu vas avoir 3 parcs. On peut présumer que tu vas vendre soudainement beaucoup de 6, de 7 jours avec des gens qui vont vouloir revisiter certains de ces parcs-là à une couple de reprises. Je vais te faire une annonce. Des marques maison, ça va être une prochaine fois. Hein? Oui, mais peut-être juste avant de se quitter, oui. Gilles. T'avais encore de petites notes, peut-être? Ben, j'aurais, parce que j'ai les petites notes que tu m'as envoyées, d'ailleurs. Super Bowl, est-ce que tu voulais en parler avec Oui, deux petites minutes, mais simplement rappeler que pour la première fois maintenant, et ça s'inscrit dans une espèce de mouvement de fond qu'on observe, la MLS en Amérique du Nord maintenant est possédée par... C'est Apple qui va retransmettre les matchs, incluant Montréal. Quoique dans le cas de Montréal, il semble-t-il qu'il y a une possibilité aussi d'entente avec certains matchs diffusés au niveau local. Là. Mais sinon, Apple qui est en train donc de prendre le contrôle du foot, je parle du soccer ici, et là qui viennent de poser un geste extrêmement important, qui deviennent officiellement le commanditaire de la mi-temps du Super Bowl. Ils ont tassé Pepsi. Ils ont tassé Pepsi, qui était là depuis plusieurs années. Alors, ça, c'est quelque chose de majeur et de remarquable et qui me donne à penser, parce que je te rappelle qu'au moment où on se parle, certains matchs du dimanche sont en renégociation, qu'un Apple, on pourrait imaginer un Apple qui dit, ce qu'on a fait au foot, au soccer, on va le faire avec le football américain, on va acheter l'ensemble de la proposition. Je te dis ça parce qu'on a eu les premiers chiffres d'Amazon Football, parce que c'est Amazon maintenant qui a les matchs du jeudi. Si vous voulez écouter les matchs du jeudi, ça prend Amazon. Et les chiffres ressemblent étrangement à ce qu'on observait du côté de la télévision.
Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que parfois, j'entends des gens dire ils pourront pas faire ce saut-là Non. parce que les gens feront pas le saut avec eux autres. Ils vont passer à côté de fans. Ils vont passer à côté de revenus publicitaires. En tout cas, si on s'en remet exclusivement à ce qui se passe maintenant, ce qu'on peut observer, là, ben, ça se passe plutôt bien. Et dans un futur pas très éloigné, on va répéter notre prédiction qu'on se raconte, toi puis moi, depuis quelques années déjà. Puis chaque jour est un pas dans cette direction-là. Un jour, c'est des Apple, des Netflix, des Amazon, des Google qui posséderont Tous les droits. l'ensemble des droits dans le domaine du sport, des droits de retransmission. Absolument, je suis bien d'accord. Hey, on est déjà fini. On va se reprendre avec les marques maison. De toute façon, on se reparle tout le temps. Luc, merci beaucoup. Hein? Et c'était pas une attrape, là, les amis. C'était pas une attrape. Salut.